Chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre podcast et émission sur les relations Taïwan-France. Eh bien, nous allons terminer notre interview aujourd'hui avec Michel Orliac et Mickaël Battel, deux architectes franco-catalans qui sont connus pour avoir dessiné certaines choses à Taïwan et pour avoir remporté le Grand Prix des architectes français à l'étranger, le Grand Prix AFEX en 2023, pour un projet paysager de renouvellement de patrimoine japonais ferroviaire à Taïwan. Ils ont remporté ça en 2023. On continue tout de suite et on termine l'interview avec eux sans plus attendre. C'est vrai que parfois on regrette aujourd'hui dans l'architecture, un peu quand on respecte pas le site, etc. Aujourd'hui on a des grosses réflexions par rapport à ça. Est-ce que c'est un peu aussi une chose que le projet de Sandy Hauling peut enfin, j'aime pas le terme d'inspirer, parce que c'est très, aujourd'hui c'est un petit peu énervant, mais en tout cas servir de référence pour montrer que c'est faisable, en fait, que c'est possible de faire ça. Oui. Sandy Hauling, c'est pas le premier projet qui va dans ce sens de nos projets. Nos projets sont tous un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est souvent cette première impression. Qu'est-ce que le lieu inspire et comment cette inspiration, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais pas si c'est une inspiration, mais comment on peut garder ces choses qui sont souvent de l'ordre de l'atmosphère, des choses fragiles, nébuleuses. À Sandy Hauling, c'était un peu ça, hein, c'est à la fois les brouillards, la végétation, c'est des choses, on peut facilement, si on intervient un peu sans faire trop attention, on perd tout, quoi. On perd tout parce qu'on perd justement toute cette atmosphère très, très subtile, enfin subtile dans le sens aérien, éthéré, quoi. On a fait un projet en Espagne, qui est près de Tarragone, au sud de Barcelone, qui est un projet sur un altiplano, un plateau au-dessus de falaises sur la mer, qui était faite avec tout ce qui descendait sur la mer, c'était des terrasses de terre sèche, etc., de pierres sèches. Et un altiplano, ça a l'air plat comme ça, c'est le nom l'indique, hein, que c'est plat. Donc les urbanistes qui étaient intervenus avant de faire ce concours de paysage, sur lequel on a répondu, ont commencé à faire les rues, et les espaces publics, enfin en tout cas les espaces publics, ils ont, dans le pays méditerranéen, 20 cm de terre végétale, c'est tout le paysage. Si on enlève 20 cm de terre, il ne reste plus rien. Et effectivement, ils ont commencé comme ça, à raser un truc qui avait l'air plat, et c'est devenu le désert de Gobi. Et après, ils ont planté des arbres à la con, urbain, quoi. Donc, on était vraiment, quand on a répondu à ça, il fallait qu'on fasse la future place de l'urbanisation en question, et puis les bordures des descentes au bord des torrents qui allaient dans des petites plages. Donc, c'était compliqué parce qu'ils voulaient à la fois un jardin et en même temps, ils ont tout fait pour le bousiller, le jardin, donc il existait, c'était pas la peine d'aller faire quoi que ce soit d'autre. Donc, en fait, c'est ça qu'on a fait, on a gardé un grand carré sur la place, avec les 4 ou 5 oliviers qui sont dans des jardinières, qui ne sont pas des jardinières en fait, puisque justement c'est eux qui ont contact avec le sous-sol. On a juste à raser pour que les gens puissent passer d'une rue à l'autre. Et ce projet, c'est quasiment un pamphlet, c'est dire, mais vous voyez, tout est là, il suffisait de le garder, et voilà. Et en fait, l'image est très forte parce qu'on a utilisé leur procédé pour justement montrer que ce procédé était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, en gros, c'était ça, quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu notre attitude, hein. Alors après, ça dépend bien sûr du site, des circonstances, du programme. Voilà. À Niel, c'est un peu ça aussi. Niel, c'est à Toulouse, hein, c'est ça? Et votre projet à Toulouse, c'est quoi ça du coup? C'est un parc dans l'ancienne place d'armes. C'était une caserne militaire, c'était un projet qui est un peu complexe. C'était aussi la récupération des deux bâtiments, le bâtiment d'entrée et la caserne, le bâtiment de l'état-major, pour faire une maison d'association. Et les deux anciennes casernes qui étaient tout le long du parc, ils les ont démolies, ils ont construit des habitats et aussi ils ont fait le rectorat. Donc c'était toute une opération plus grande. Et nous, on a participé dans les concours de l'espace de la place d'armes. C'était un espace de 200 mètres par 90 mètres. Et en fait, c'était un concours pour faire un parc. Et pendant les procès de projet, ils ont découvert des fouilles archéologiques qui viennent des Romains du 1er siècle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit attention, mais
c'est très bien tout ça, mais il ne faut pas descendre plus de 40 cm. Donc, un arbre, il faut faire un trou de 1,5 mètre par 1,5 mètre, par une profondeur de 1,5 mètre. Donc, il y avait un parc sans arbres, c'était parce qu'on a place d'arbres, c'est le désert. Donc, de là, on a proposé de monter le niveau de la terre pour planter des arbres. Mais pas uniquement pour ça, c'est aussi que l'espace tel comme on l'a vu, c'était d'une évidence, c'était pas un espace complexe, c'était le vide. Quelquefois le vide c'est très intéressant, mais dans ce cas-là, que le bâtiment d'état-major, c'était une construction du 19e, mais un peu mastoc, on a profité aussi de cette montagne, ces élévations qu'on a proposées pour planter des arbres aussi, ça complexifie l'endroit, ça nous donne des perspectives, c'est plus, tu as des chemins, et en même temps, ça nous permet de compartir ou de diviser l'espace, parce que c'était une autre demande qu'ils font toujours, de maintenant l'espace pour les enfants, l'espace pour les gens grands, l'espace pour les chiens, l'espace pour... Donc là, on a divisé l'espace sans les couper. Donc c'était dans la continuité, on avait des espaces de différentes dimensions pour mettre des jeux. Les jeux, on a profité de la montagne pour faire des toboggans. Donc finalement, la décision comporte beaucoup de... Ça répond à beaucoup de problèmes, de programmes, de l'appréciation du site, du fait qu'on ne pouvait pas planter des arbres. Donc toujours c'est des réponses à la fin simples pour des problèmes complexes. En fait, on devait planter des arbres parce que tout le quartier, il n'y avait pas de jardin public dans ce quartier. Et les gens voulaient absolument un jardin. Cette caserne était fermée sur le quartier, elle devenait ouverte sur le quartier et ils voulaient absolument un jardin, avec l'interdiction de planter des arbres tels que c'était là. Donc on a profité des terres, des constructions, comme l'a dit Mickaël, qui se faisaient sur les côtés, puisque c'est une opération immobilière en fait, des terres d'évacuation pour reconstituer sur la place. Alors là, on a changé complètement l'aspect effectivement du lieu, tel qu'il était aujourd'hui. Mais on savait aussi qu'avant que les militaires aient rasé ce site, c'était une colline. Donc en fait, pourquoi pas évoquer aussi ce qu'était ce site avant même que les militaires s'y installent. Voilà. Ce qui fait qu'on a à la sortie, on a un site où on voit les bâtiments militaires qui sont restés, c'est-à-dire les 2 pavillons d'entrée des bâtiments état-major, mais aussi ce qui pouvait avoir été avant, c'est-à-dire une colline en fait. L'idée, c'était de faire comme de toiles en fait qui ondulent avec des textures variables, les arbres faisant un peu de la texture, la végétation, l'herbe, etc. faisant un peu partie aussi de cette texture variable et des chemins aussi creux au milieu qui... En fait, on passe d'une toile ondulée, comme ondulée par le vent en fait, qui recouvre un site précieux qui est celui des fouilles archéologiques et des milliers d'amphores qu'il y a dessous. Et cette texture passe progressivement d'une partie minérale qui est en brique en réalité, qu'on a fait en brique, à une texture d'herbe, et puis d'arbres, etc. Et ça c'est en cours, c'est le projet. Là, c'est réalisé. Il faut que j'aille voir à Toulouse la prochaine fois que je passerai. Alors le projet de Sandiaoling à Taïwan, dont on a... Alors c'est un projet qui a remporté un prix. Donc, plusieurs prix, 5 ou 6 prix, 3 ou 4 voire. Je mettrai la liste des prix. Alors c'est un projet qui a remporté plusieurs prix internationaux. Et du coup le prix Affex, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est que on a peut-être un peu tendance à imaginer que c'est des choses un peu monumentales qui sont généralement un peu privées. Est-ce que ça vous a étonné que ce projet, celui-là, il gagne ce prix cette fois-ci? Un peu oui, un peu ça nous a étonné parce que nous on se surprend toujours pour les projets qui font les autres. Et dans ces cas, il y avait des projets énormes, des musées, des palais de sport en Chine, sur combien de milliers de mètres carrés. Ben, finalement, ce n'est pas ça qui fait la bonne architecture, mais en plus, c'était de bons projets. Et on a la sensation qu'ils regardent le paysage comme quelque chose qui à un autre niveau. Ce n'est pas le cas, nous, on ne pense pas. Donc on était
Bon, surpris, oui, on était surpris. Du coup, si ça vous a surpris, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui a convaincu le jury de vous attribuer le prix cette année? Je pense qu'on nous a dit, en tout cas à la sortie, et puis aussi au moment où le prix a été remis à Venise, qu'effectivement, ils ont discuté entre eux dans le jury, je crois, si c'était un projet d'architecture ou de paysage. En fait, je crois qu'ils ont fini par admettre que c'était ni l'un ni l'autre et les deux à la fois, enfin, que ce n'était pas important finalement. Et puis, je crois qu'ils nous ont dit en tout cas, d'abord, ça m'embête de dire tout ce qu'ils nous ont dit de joli, de beau, des compliments. Non, il faut le dire, c'est la vérité. Je sais pas, il faudrait reprendre, enfin, que c'était un projet poétique, ce qui est vrai d'ailleurs, très sensible, etc. Et aussi que c'était un projet, finalement, qui est quand même, d'une certaine façon, très écologique, parce qu'il, sans le dire, parce qu'il y a beaucoup de projets qui disent qu'ils sont énergie renouvelable, écologique, etc., etc. Sans le dire, il est quand même profondément respectueux du site et respectueux de l'écologie. Et finalement, quand même, aujourd'hui, je pense que c'est important de se poser des questions sur le devenir de notre petite terre. Puis c'est vrai que quand on est sur site, de toute façon, alors je ne sais pas combien de personnes, s'ils ont pu l'occasion d'aller, etc., mais effectivement, quand on est sur site, on est marqué par le projet, il marque. Effectivement, à Taïwan, quand on fait beaucoup de projets comme ça, soit dans la montagne, soit dans les espaces publics, il y a parfois des choses où on en fait, etc., énormément. Vous, c'est pas un projet qu'on pourrait dire, je trouve, minimaliste ou simpliste, parce qu'il y a des choix très marqués, qui, moi, m'ont personnellement beaucoup touché. Le rapport au son que vous avez travaillé, tout ça, personnellement, c'est quelque chose que j'ai essayé de ressortir dans les émissions qu'on avait faites, par exemple. Mais c'est vrai qu'on est marqué par ces choix, mais c'est le rapport au site, quoi, quand on repart de là, on a visité un lieu, une histoire, et tout ça s'est passé par ce projet d'architecture et de paysage. C'est vrai que quand on passe à l'extérieur, sur le flanc de colline, où on tombe nez à nez sur les arbres, etc., on est renvoyé directement au fait qu'il y a des arbres qui poussent là où on est. C'est des choses qui sont des choix quand même assez forts, qui sont très marquantes, sans avoir besoin d'aller chercher du béton, sans avoir du bois, du fer. En fait, tout est là, et c'est vrai que c'est une vraie réussite, et c'est vrai qu'en termes d'architecture, il y en a, ou paysage, je sais pas, parce que j'ai pas la prétention de définir non plus, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué, ce rapport-là, à tous ces éléments, effectivement. C'est vrai qu'on essaie d'être très modeste par rapport au site, en général, ou le plus discret possible, le plus fondu possible, le plus naturel possible. Mais en réalité, on est quand même un peu prétentieux, parce que je pense aussi qu'on marque un peu fort aussi. Hein. On marque un peu fort. C'est étonnant, ça. C'est une contradiction dans ce qu'on fait. Je pense qu'il n'y a pas que nous. De faire quelque chose qui a une forme, un matériau, une présence à la fois forte et à la fois qui veut s'effacer le plus possible. Là, je crois qu'à Sandolini, on y est un peu arrivé. C'est cette espèce de contradiction entre la force et la faiblesse, en quelque sorte, ou l'intégration, ou la fragilité, l'absence, le retrait. C'est un retrait qui n'en est pas un, c'est compliqué ça. Hein. Oui, effectivement, je trouve que ça résume assez bien quand on est sur place, parce qu'effectivement le projet, jamais on va l'oublier, mais quand on est sur place, on a peut-être justement tendance à l'oublier quand on y est. Parce que c'est le but, oui, c'est vraiment le but. C'est répétition jusqu'à la nuit, les nuits. À l'infini. Non, à l'aburrimiento. Ah, à l'ennui. À la nuit, c'est une répétition jusqu'à la nuit, parce que du début jusqu'à la fin, pendant 3 km, on fait un tort, derrière un tort, derrière un tort, derrière un tort, et c'est que ça, il n'y a rien d'autre, et tous les éléments qui sont derrière de ces sols, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est voulu, donc, de dire, à force de se répéter, on va disparaître, les gens s'oublient que tu es là. Parce que si tout de suite il apparaît une autre forme ou un autre matériau, évidemment, le regard, ça te tire. Donc, c'est une addition radicale de façon à s'effacer. Même si on peut sortir de très jolies photos, parce que finalement, on photographie l'objet, mais en réalité, quand on est là, finalement, on oublie cet objet parce que les gens ils regardent les paysages. Et nous, habituellement, on fait comme ça. On passe beaucoup de temps à trouver les matériels, les systèmes constructifs, la façon de s'implanter, parce qu'on a la chance de se trouver dans des endroits que peut-être c'est plus fort, ce qui existe, que notre propre aportation. Donc, c'est toujours cette idée.
beaucoup de temps à chercher les matériaux, la mise en place, et après c'est comme un jeu de dire on va tout faire avec ces deux éléments, matériaux et mise en place. D'ailleurs, on revient au début de la discussion. En fait, finalement, architecture, paysage, urbanisme, art, tout se mélange un peu. Et en fait, le site, et ce qui était intéressant aussi à Sandy Hauling, c'est justement cette question de la recherche de la constructivité avec ce principe des tors qui sont répétés partout. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui vous est venu avec le fait d'être à Taïwan, j'imagine, ou c'est quelque chose que vous aviez eu l'idée déjà depuis la France, l'Espagne Non, on n'avait jamais fait. Je crois que ça n'aurait pas été possible, je pense, de le faire en France comme ça, parce que, comme expliquait Mickaël tout à l'heure, il y a quand même à la fois un travail de mise en œuvre en série, en fait, de fabrication en série, et de mise en œuvre sur place très, très artisanale et très précise. C'est de la haute couture en quelque sorte. Ça aurait coûté trop cher, je pense. Et donc cette idée du tort, elle est venue du fait d'abord qu'on est dans un chemin de fer, dans un ancien chemin de fer, donc on en construit un nouveau, puis c'est tout, un nouveau chemin de fer, donc en fer. Et ensuite, comme toute l'idée était que tout ce qui s'est passé sur ce sol, pas que sur le sol, mais aussi sur le sol, les rochers, les l'eau qui se baladent, les argiles, etc., continuent à se voir et à y être. On ne pouvait pas raser tout ça. Donc on se surélève et on le fait transparent. Donc en fait, ces espaces entre les différents tors laissent la nature, entre guillemets, continuer à évoluer, à faire son travail de subversion de la construction. Et peut-être une dernière question un peu ouverte, si vous deviez résumer, c'est une question un peu étrange, mais bon, qu'on pose souvent aux architectes, votre vision en quelques mots un peu du coup de l'architecture, de ce que vous essayez de faire, juste en quelques mots. Ce qu'on essaie de faire d'architecture, du paysage. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu dirais toi? Résumé, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, résumer un peu en quelques mots ce que vous faites. Aucune idée, je ne sais pas. C'est ça l'avantage, parce qu'on n'a pas d'a priori, donc on s'est lancé, on a travaillé ensemble, mais c'est maintenant qu'on regarde, qu'on a un peu de parcours, de recul, qu'on peut regarder en arrière, on commence à intuire quelques façons qu'on se répète, mais l'idée c'est ça, c'est finalement pas d'a priori, chaque fois on découvre. Je crois qu'il y a quand même une constance, c'est qu'on essaie de faire des choses qui ont l'air, parce qu'évidemment c'est jamais le cas, de sortir naturellement. On avait fait une conférence à Lille, et je ne sais plus comment il s'appelle, Frémont, je crois, qui avait dit ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont jamais passés par là. C'est ça l'idée, c'est que une fois que c'est fait, on a l'impression qu'on n'est pas intervenu, sauf à un œil très exercé, parce qu'effectivement. On essaie de très bien tomber. Donc, parce que c'est à force, avec cette idée de système, on risque de s'imposer, ou de quelques endroits d'apparaître un peu rigide, parce que c'est un système, c'est quelque chose qu'on impose sur son endroit. Mais l'avantage, c'est beaucoup de travail, que ce système, à la fin, se déforme en fonction de l'endroit où il tombe. Donc, c'est une répétition, mais c'est l'apparition de la répétition. Donc, le système, ça nous permet, à force de se répéter, de disparaître, mais en même temps, il est aussi souple pour s'adapter dans chaque petit coin, dans chaque petit endroit, en fonction des choses qui passent à côté. Donc, c'est une façon de se fondre. Et le plus éloge qu'on a trouvé, c'est ça que finalement, comme s'il était toujours là. Ça, c'est un éloge magnifique. Je pense qu'à Venise, je ne sais pas si c'est Franck Boutet ou je ne sais pas qui a dit ça, la même chose. Donc ça, il doit y avoir un peu de vrai. C'est-à-dire qu'il a dit aussi, on a l'impression qu'ils ne sont jamais passés par là. C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, ça. C'est ce qu'on cherche, disons. Auditeurs et auditrices, cette dernière partie de l'interview avec Michel Orliac et Mickaël Battel se termine ici. Merci beaucoup d'avoir suivi ces échanges nourris sur l'architecture, partager un peu la vision que ces professionnels entretiennent et puis de connaître aussi un peu leur vision de l'architecture à l'étranger mais aussi chez nous en Europe, on va dire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. En attendant, rendez-vous sur la page de cette émission pour retrouver les liens vers leur travail comme d'habitude et aussi pour vous abonner au podcast. Vous le savez et vous devez vous abonner. Voilà, c'est comme ça. C'était Clément Tricot sur Radio Taïwan International. Portez-vous bien, à bientôt.